Le titre de la table ronde est un petit peu différent de celui de ce matin, même si d'une manière sous-jacente, il en a été question énormément pendant tout l'après-midi et même de la matinée, bien sûr. Utilisation, instrumentalisation et détournement de la substance historique à des fins paysagères. Vous voyez de quoi il est question? Parce qu'au fond, quand on a parlé de Nîmes ce matin, je sais pourquoi on a tellement insisté. J'ai vu que dans les conversations que nous avons pu avoir autour de la table et ici, on a énormément évoqué ce cas de Nîmes comme un exemple vraiment emblématique de ce type d'attitude où, effectivement, d'une certaine manière, il est certain que Jacques-Philippe Maréchal a pour partie effectivement détourné. Alors ce matin, nous sommes amusés à constater que ce pont à 3 arches qui était romain, finalement était devenu baroque parce qu'il n'en avait plus que 2, que les arcs en plein cintre étaient devenus des anses de panier. Donc il y a certainement en effet une transformation et une perte de matière, même si quelques pierres quartiers avaient pu être réemployées. Voilà. Alors, c'est lancé. Nous avons bien sûr du public aussi en ligne. Nous avons, je vois Alain Schnapp qui est toujours avec nous. Sur qui va tomber, qui a envie de parler le premier? Est-ce que maybe we could, because we have our guest star being Paul Zalewski, maybe you would like to start and say something on that subject about the use of the historical substance and on these different working sites and study cases we examined together today. First of all, thank you very much for the opportunity to being here and having the chance to follow up to the very exciting contributions. And I'm really very sorry that I'm not able to express myself in French language, which is, I say it truly, the most beautiful language existing. I was able 15 years ago to speak fluently French, but this cultural ability went lost. I'm very, very sorry about this. So we had a lot of contributions with several themes, and looking at this subject, we normally look through the lens of a kind of triplex matrix regarding historicity, spatiality, and sociality of the themes of the use of landscapes. And I think there were a lot of interesting contributions related to the history, of course, of dealing with ruins and creating memorial landscapes. There were also a lot of cases devoted to the treatment of the places. And I would rather address my statement to the sociality, to the question how what we do is placed in the social and maybe political context. Because according to my consideration, we are moving nowadays on the very, very thin way, being confronted every day with a kind of danger of commercialization of what we do. And so I believe the picture which was used for the invitation, this fragment of urban landscape, which is very quiet with the stones and with grass and with no one in the frame, it had something which was nostalgic, which was reflexive and so on. But for me, it was really relict from the other period of time, because what we have nowadays, there's a kind of necessity of making things singular, making landscapes singular, making cities singular and creative. It's something which is a paradigm of our late modernity, and there is, I believe, a lot of political commitment to foster actions like this. There is also a kind of funding coming from the EU and pushing big projects.
So that if we start to moving in this direction, so we are very close to the problem of commodification of landscape like this. Therefore, the question how far these historical memorial landscapes or fragments of urban landscape, how far they can be used as places for reflections, for meditation. I think there was also meditation. this term. I believe it's becomes a little bit problematic because we have at the very end, we are confronted with landscapes which are, so to say, very strong, structurized. There is a strong, very straightforward message about the antiquity or about something, one dominant narrative, and no opportunity to create maybe different narratives or to come down to different visions of the same area or different reflection of the time. So this is, I believe, one of the most dangerous points in treating historical landscapes and ruins. By the way, I believe there is the necessity to make difference between treating ruined landscape and post-industrial landscapes. Because what is possible on the post-industrial area, this is probably not possible in the same way on the areas which are composed by ruins. So this is maybe the first step I don't want to take. Thank you very much. Yes, you mentioned about the similarity between any kind of site, whether it's the pyramids in Egypt or maybe the temples in Angkor or maybe the Acropolis in Athens. Well, which unifies all these sites is the fact you have to book a low-cost ticket and then to rent an Airbnb and then maybe visit. So it's about all the same in the end. It's what you mentioned, which is quite very true, unfortunately. And maybe oui, on va continuer en français, bien sûr. Et donc, oui, non, mais vous savez, moi, je fais semblant de parler anglais, je ne sais pas du tout. Aucune idée. But maybe because there are other English-speaking people in this room, and in case someone would like to say something, feel very free. Just raise the hand. And in case, but we could go on with the roundtable. Donc, je passerai peut-être là. Si vous, Nicolas, peut-être vous voudriez dire quelque chose sur ce thème qui s'est dégagé évidemment de nos réflexions. Oui, merci beaucoup Jean-François de. Il faut l'approcher. Il faut rapprocher. Oui. Faut parler vraiment dedans. Oui, merci beaucoup Jean-François de nous donner, enfin aussi de me donner l'opportunité d'être ici dans cette journée absolument passionnante et entouré de tous ces collègues éminents qui travaillent sur ce sujet. La question là, c'est l'utilisation, instrumentalisation et détournement des ruines à des fins paysagères. Je pense que ce qu'on a vu ce matin et aussi au début de l'après-midi, c'est la question de l'importance de l'usage, de l'utilisation pour les habitants, pour la société, que ces restes archéologiques qui sont situés dans les villes, qui sont révélés par tout un travail de mise en valeur, de conservation, etc., c'est extrêmement important qu'ils puissent servir aux populations locales et aux visiteurs. Et on l'a vu, je dirais, d'une façon très, très claire, aussi bien dans les travaux de Paul Barnoux ce matin, à la Charité-sur-Loire, où il nous a vraiment montré, et c'était extrêmement important, à quel point les personnes qui habitent la Charité-sur-Loire et les gens qui vont visiter s'approprient ces restes archéologiques qui ont été magnifiquement protégés par le travail très fin et très délicat de Paul Barnoux, et comment des événements comme ça imprévus peuvent être justement sollicités et peuvent, sans être programmés. Ça, j'ai beaucoup aimé, on ne va pas nécessairement tout programmer, on ne va pas tout organisé à l'avance, mais finalement, grâce à un travail très fin de conservation, de mise en valeur, rendre ces ruines plus lisibles, je dirais, par rapport à l'espace urbain, par rapport à l'histoire de la ville,
mais de manière assez simple, assez fine, les rendre déjà plus lisibles, ça c'est la première chose, et déjà essayer de mieux les projeter vers le futur, c'est-à-dire qu'elles se conservent de manière plus pérenne. C'est pas facile, hein, ça. Benjamin Mouton, il a rappelé que c'est un travail de chaque instant. C'est la question de l'entretien. Paul Barnoux aussi l'a rappelé. L'entretien, c'est pas facile. Mais après, ces occupations comme ça, qui ne sont pas programmées, comme un concert de piano ou d'autres. Et ce qui était très intéressant et frappant, c'est qu'on a vu le même phénomène avec les restes, je dirais, industriels à Turin dans le parc Odora. Donc, on voit que finalement, aussi, c'était extrêmement important à la fois de dépolluer les sols, problème technique énorme, mais ensuite de conserver certains morceaux de ces industries lourdes. On ne pouvait pas tout conserver à Turin, parce que c'était impressionnant, hein, mais quand même d'en avoir conservé des morceaux, et après des usages vont naître de ces ruines. Ça, c'est très, très beau. C'est les usages qui peuvent naître de ces ruines, qu'on n'a pas nécessairement prévu au départ, qu'on n'a pas nécessairement programmé. Après, la question du paysage, il me semble extrêmement important, ça a toujours été comme ça, que les archéologues, les architectes qui conservent les édifices anciens et les paysagistes et les botanistes travaillent ensemble. C'est évident que c'est extrêmement important de replanter, de reverdir. Jean-Michel Legnaud en a parlé aussi ce matin, le côté pittoresque, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. De dire, effectivement, ce travail vraiment de tissage, de travail en collaboration étroite entre celui qui va conserver la ruine, la rendre plus lisible, et celui qui va ensuite la végétaliser. Mais c'est bien plus que végétaliser, on est d'accord, hein, ce n'est pas le bon mot, mais la sublimer grâce à ce rapport nature-culture. Et ça, Corrado l'a montré aussi ce matin. Moi, je voulais aussi rapidement peut-être parler d'un thème qui m'est très cher. C'est un article que j'ai publié récemment qui s'appelle Lacunes urbaines. Lacunes urbaines. Lacunes urbaines. Les lacunes urbaines dans les cahiers de l'Institut Paris Région, on peut trouver ça en ligne facilement. Sur le principe de la lacune, alors, dans la lacune théorisée par Cesare Brandi en peinture puis en architecture. Quand il manque un morceau d'un édifice parce qu'il était bombardé, parce qu'il était détruit, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Alors, il y a la lacune acceptée et le manque qui peut être accepté même au niveau de l'urbaniste, de dire il manque un morceau de la ville, il manque un bâtiment. Soit on n'accepte pas la lacune, qu'il faut remplir, parce que en fait, l'être humain a souvent envie de remplir la lacune. Hein, c'est aurore vacui, il y a un vide, il faut absolument le remplir. Et quelquefois, il ne faut pas remplir ces vides. Hein. Et il y a un travail que j'ai trouvé très beau de l'artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian Boltanski, hein, le grand artiste conceptuel et qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Christian Boltanski, à Berlin, qui s'appelle The Missing House, donc une maison qui manque dans une rue à Berlin, qui a été bombardée par la Deuxième Guerre mondiale. Et Boltanski a simplement mis le nom des personnes qui habitaient dans cette maison, qu'il a placé sur des plaques au niveau des pignons, entre deux maisons qui manquent. Et donc, c'est devenu un jardin de la méditation avec le nom des personnes qui habitaient dans cette maison pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, The Missing House, c'est un moment quand l'acceptation du manque devient un projet et devient une réflexion sur la mémoire. Ça, je trouve très important, ce travail de Boltanski. Là-dessus, je pense que les artistes aussi nous aident beaucoup à réfléchir à la question du traitement des lacunes. Et puis un autre exemple que j'ai pu voir dans mes recherches, c'était à Heidelberg, toujours en Allemagne. On sait que je suis très italophile, mais là, je me mets à parler d'Allemagne, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tu es également germanomaniaque, c'est très bien. Voilà. Donc, à Heidelberg, la synagogue de Heidelberg a été détruite en 1938. On ne va pas réexpliquer pourquoi. Bon, c'est resté une sorte de terrain vague, un îlot urbain avec un manque, comme ça, petit, au croisement de quelques rues. Et puis, finalement, ils l'ont jamais reconstruite. Hein. Pourtant, on a reconstruit récemment la synagogue de Worms, parce qu'il y a une communauté juive qui s'est réinstallée à Worms. Hein. J'ai participé d'ailleurs à un colloque sur ces questions-là à Worms, avec invité par Georg Aspel de l'ICOMOS Allemagne. Mais là, cette synagogue de Heidelberg, j'ai trouvé ça très beau, parce que simplement, on a planté quelques arbres, on a mis un pavement au sol qui rappelle le plan de la synagogue. Il y a une toute petite plaque qui explique cette histoire qui s'est passée, petite plaque comme ça, des bancs. Et donc, ce lieu
très simplement. Alors, il pourrait presque avoir une dimension pittoresque, que je reprendrai les mots de Jean-Michel Legnaud. Évidemment, cette histoire, on sait qu'elle est tragique, on en parlera, on ne finira jamais d'en parler. Hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est impossible, on ne finira jamais d'en parler tellement c'était important pour notre histoire. Mais néanmoins, ce jardin de la mémoire à Heidelberg, voilà, je pense qu'il y a aussi cette acceptation de la lacune, c'est la lacune acceptée qui devient un projet. Voilà, je vais juste peut-être voir ce que vous en pensez, mes collègues. Merci beaucoup de cette. Je crois que cette affaire de lacune est très riche, mais lacune n'est pas nécessairement une lacune bâtie. J'étais très frappé par la lacune, par exemple, dans le projet des vestiges, au fond, cette langue de mer qui n'existe plus, qui est peut-être remplacée justement, qui donne lieu à, je pense, combien dans le cas de villes densifiées, eh bien, la lacune, c'est justement le jardin de l'hôtel aristocratique qui a été loti, transformé, vendu peut-être. La lacune, je pense également à la présentation ce matin de Christophe Amsler, c'est-à-dire en somme, cette idée de travailler peut-être pas précisément sur le bâtiment lui-même, mais au contraire sur tout un territoire circonvoisin, au fond, oui, le vide, le paysage, le territoire, et j'aime assez que ce soit également l'élément marin dans ce cas de cette langue d'eau qui n'existe. Je crois que cette affaire de lacune est mais on a tort, nous autres architectes, à toujours penser à un manque d'une aile ou d'un corps de bâtiment ou d'une tour ou quelque chose de bâti. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, je crois que je voudrais, sur la question des usages, certainement, un prolongement pourrait être trouvé, car je sais une petite idée de ce que fait mon associé Étienne Lénard, notamment dans ce site, encore une fois, un théâtre, n'est-ce pas? C'est un théâtre, ce n'est pas un amphithéâtre, c'est un théâtre dont tu t'occupes. Oui. Voilà. Alors, oui, peut-être au-delà du fait qu'on a la joie et l'honneur de partager une structure professionnelle, il s'avère que je suis en charge au sein de notre atelier d'architecture de 3 sites archéologiques. Donc, c'est un petit peu pour cette raison aussi que j'ai accepté au pied levé de venir participer à cette table ronde. Peut-être que je voulais peut-être, avant de parler de cette question d'usage, réagir aux 2 points qui viennent d'être évoqués sur cette commercialisation qu'évoquait M. Zalewski, et puis cette question de la lacune. Et pour moi, il y a quelque chose lié à l'archéologie à proprement parler, sur cette question-là qui est, outre la lacune, qui est ce que Hartmut Rosa appelle l'indisponible. La capacité, c'est cette chose sur laquelle on n'a pas d'action. Hartmut Rosa prend l'exemple de la neige qui tombe. La neige artificielle ne provoque absolument aucune émotion parce qu'on sait qu'on l'a fabriquée, alors que la neige qui tombe fabrique cette émotion qu'il lie, lui, à cette question de l'indisponible. Et dans la ruine archéologique et peut-être aussi dans sa disparition, c'est-à-dire dans le fait, et ça, je rebondis un peu sur les images que nous a montrées Alain Schnapp tout à l'heure, sur ces objets qui émergent du sol et donc dont une partie nous reste cachée, dont une partie nous reste indisponible. Je pense qu'il y a une partie de la réponse à la question que soulevait Monsieur Zalewski, où la ruine, l'archéologie, la ruine ou le patrimoine n'est pas forcément simplement une ressource au sens où Luc Boltanski l'a développé sur la question de l'enrichissement de l'histoire et du patrimoine comme moyen, comme nouveau puits de pétrole du capitalisme, mais justement sur cette chose, hein, et c'est aussi cette idée de la lacune, cette chose qu'on peut maintenir cachée, qu'on peut maintenir hors du regard, avec cette idée que le regard sait que cette chose n'est pas là. Et je pense que c'est une des grandes forces aussi de cette question de l'archéologie, c'est-à-dire comment faire, et pour revenir sur cette question d'usage, c'est-à-dire dans la pratique de l'aménagement ou du confortement, et qui cherche aussi à rendre je dirais, accessibles ces lieux, hein, donc notamment ce théâtre de Mandeur qui me fait regretter d'ailleurs de ne pas avoir entendu Christophe Amsler ce matin.
puisque le théâtre de Mandeure est le pendant de l'autre côté du Jura de celui de Havenches. Mais voilà, comment, dans un projet comme ça, fabriquer des endroits où l'on dirait on maintient invisible et donc préservé de la matière. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce que vous imaginez voir. Et je conclurai ce petit mot sur un des lieux assez sidérants qui m'a été donné de visiter, qui est une maison d'Alvaro Siza tout à fait contemporaine sur l'île de Majorque, qui est une maison pour un grand fabricant de chaussures espagnol, voilà, et qui construit cette maison au bord de la mer Méditerranée à Majorque, et à qui Alvaro Siza fait un séjour absolument incroyable face à la mer, avec comment dire, la façade principale entièrement tournée vers le paysage maritime. Et quand on arrive dans le séjour, pas une seule fenêtre. Et la mer est tellement présente parce qu'elle ne se voit pas que c'en est sidérant. Voilà. Donc, de cette manière de ne pas montrer, peut-être qu'il y a une partie de la réponse. Je n'ai rien compris. Alvaro Siza fait une maison dont le séjour ne voit pas la mer. Et quand on est dans le séjour, la mer est présente parce qu'on sait qu'elle est de l'autre côté du mur au lieu de la voir. Voilà. On en rediscutera si tu veux. Si je peux, extraordinaire. Oui, bien sûr. On va voir. Il y a une personne qui veut. Francesco, pardon, Francesco, comment? Oui, on te passe un micro, c'est mieux. On passe un micro à Francesco Flavini. Francesco Flavini, je le rappelle pour ceux qui prennent encore de route, eh bien, s'est occupé de ce chantier qui a fait beaucoup parler de lui, des arènes de l'amphithéâtre de Fréjus. Oui. Je vois de quelle ville-là vous parlez, mais il y a quelques toutes petites échappées qui permettent de chercher ce que l'on cherche à deviner, il me semble, autant que je me rappelle. Pas dans ce jeu. Non? Oh, bon, nous allons nous transporter là-bas, à Majorque. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je crois que Nicolas voulait dire un petit quelque chose, une réponse partielle. Rapidement, pardon, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mon collègue Étienne sur indisponible, enfin rendre le monde indisponible. C'est ce livre merveilleux de Hartmut Rosa, qui a été traduit en français par Rendre le monde indisponible. Et ça me fait penser à ce qu'on discutait ce matin avec Christophe Amsler de Andrea Bruno, notre cher ami Andrea Bruno, et par rapport au Bouddha de Bamiyan. Effectivement, il y a eu une grosse polémique entre Michael Petzet et Andrea Bruno sur est-ce qu'il faut reconstruire les Bouddhas de Bamiyan après leur destruction par les talibans. Et effectivement, la position d'Andrea Bruno est très intéressante, et c'est ça, c'est-à-dire les Bouddhas de Bamiyan sont indisponibles. Ils ont été détruits par les talibans, ce qui est une catastrophe absolue. Un obscurantisme absolument indéfini. Voilà, on en a assez parlé. Mais Andrea Bruno dit qu'il ne faut absolument pas les reconstruire. Il regrette beaucoup, évidemment, qu'ils ont été détruits, puisque lui était dans les années 60 sur la tête du Bouddha, il a travaillé 45 ans en Afghanistan. Mais il dit que en fait, les grandes niches dans la falaise de Bamiyan sont encore plus puissantes que si on les reconstruisait. Et d'autres voudraient les reconstruire avec la nastylose. Donc ça, c'est un vrai sujet sur la lacune, sur la disponibilité. Il me semble que la dynamique du temps propre au jardin aide aussi à penser ça. Parce que quand vous plantez un arbre, un baliveau de 50 cm, vous imaginez sa vie dans 80 ans, sa présence, et qu'on a toute cette promesse aussi contenue dans ce tout petit... C'est vrai. Ça fait beaucoup penser à ce qui a été dit sur Oradour ce matin. C'est que pour l'instant, la position, en effet, d'Andrea Bruno est tout à fait convaincante. Mais dans 30, 40, 50 ans, cette absence des Bouddhas ne pourra plus être confrontée à cette mémoire visuelle que nous avons tous, en effet, des Bouddhas dans leur niche. Et qu'à ce moment-là, peut-être il sera temps d'avoir une action. Et j'aime bien l'exemple de Bamiyan, puisque ça intéresse en effet une portion de territoire tout à fait considérable. Ce n'est pas du tout cette matière dans ces niches, mais évidemment, c'est toute la vallée circonvoisine, les points de vue. Et je vois que Professeur Vallès, he wanted to add something, it seems to me.
Yes, in addition to what our colleague said, thank you for this mentioning of this book of Arnaud Esquer and Luc Boltanski. It was also very strongly reflected in Germany. And this is exactly what I am thinking about. There is a need of touching the something which is original and something what presents a kind of authenticity. And I have the fear that that our matter, that arts or heritage could be used as a tool in order to, so to say, to embellish the products of industry and of industrial mechanism. It is something which has been described for the first time in Great Britain in the 1980s by Robert Hewison with his book Heritage Industry. And it was in Great Britain with the beginning of the government of Thatcher. It was, so to say, the very beginning of the neoliberal era. And in Great Britain, first of all, the manorial heritage was used as curiosity and as something which generates capital and of course, curiosity and interest on heritage. But I think in order that we have in the industrial resources a kind of pictures or kind of surroundings that are also interesting for the young generation, there is also a kind of danger that that it could be used in a very, very commercial way. I am standing. If I talk about this, I recall to the theory of singularization that is right now in Germany the most popular description of the late modern society. It is done by Andreas Reckwitz. It is, by the way, was a good colleague of my faculty over 10 years. He's now in Berlin at the Humboldt University. And according to him, we are facing right now, or we have been facing for the last 20 years, a kind of era, postmodern or late modern era, in which all actions or all paradigms are run towards singularization. By the way, it's very consciously use of the term, not individualization, but singularization, because his thesis is singularization is involving not only human subjects, but also non-human subjects, artificial intelligence, and so on. Trying to generate individual pictures, bubbles. So we know this discussion or this intellectual figure of bubble, that we are, so to say, closed in bubbles for intellectuals, working class, or something. Therefore, I think the areas like post-industrial areas or ruins, they serve a kind of authenticity with which politicians or other people want to be identified. And of course, there is a lot of money in the European funds and money that can be used in the framework of, for example, 4 years for a project in particular place. And the policy is, of course, very well oriented towards actions like this. We use in Germany the term festivalization of politics. Festivalization of politics, because for everybody, for every politician, it's a very attractive perspective to start a project that is feasible within 3 or 4 years, within one legislative period. Therefore, I believe we should be aware of this danger and should be aware of this misuse of our actions. Very, very true. Would the Italian team like to add something to this? Wouldn't you? Would you not? Daniel, tu veux en français? En français. Mais juste deux, trois mots par rapport au processus économique qui est en fait appelé dans cette reconversion et transformation de la présistance. Ce qui m'a frappé de la présentation de Suzanne,
c'est une chose qui est très liée avec le post-industrial in Turin. C'est la réappropriation de la part de la société de ce qui était déjà là. Le Campo Bacino. C'était frappant, ça, pour moi. Ce processus, et à un certain point, il arrive les pouvoirs d'un homme qui dit, OK, on va faire un projet là. À Turin, c'est le même truc. La municipalité dit, OK, on va mettre de l'argent là, on va faire du projet, la Villette, Duisbourg, etc., etc. Donc, cette rélecture du processus de transformation, pas en tant que technique utilisée pour la conservation de la mémoire, mais en tant que processus des sujets qui sont appelés à être porteurs d'entrée dans la conservation de cette mémoire, ça me paraît un bon parcours de recherche à faire pour le futur. Voilà, c'est ça. Merci de ces... Est-ce que peut-être... Je vais relayer une question aux remarques de nos auditeurs. En termes paysagers, les cimetières ne concentrent-ils pas ce thème proposé aujourd'hui de jardins de pierre, ruines, vestiges et traces en milieu urbain? C'est vrai qu'on n'a pas... Ça n'est pas quelque chose qui est sorti de nos échanges. C'est vrai, c'est vrai. Quelle belle question. Pour une autre année. Quel grand sujet. Mais il y aurait un colloque entier à faire sur la question des cimetières. Vous savez bien que les cimetières, les pierres tombales, qui a les été usages. Pensé, je pense qu'effectivement, les jardins archéologiques, parce que ce que vous avez exprimé comme ennui, horreur du jardin archéologique dans l'image qu'on peut en avoir eu, notamment si on nous a traîné enfants voir des ruines moyennement mises en valeur. C'est vrai qu'on a été très surpris avec Jean-François en préparant cette journée de la diversité en réalité des initiatives autour de ces jardins dans les 10-15 dernières années. On en voit beaucoup en fait dans beaucoup de petites villes. Ouais. Est-ce que je vois Paul a envie de... Alain, tu veux dire quelque chose? Parce qu'on ne sait pas. Tu veux dire quelque chose après peut-être? Oui, après, oui. Après, d'accord, très bien. On te donnera la parole. Voilà, je voudrais souligner qu'il y a deux notions un peu qui sont apparues et qui en général font partie des non-dits dans le monde du patrimoine. C'est la notion d'esthétique. Dans le monde du patrimoine, on ne dit jamais ce gros mot, on ne dit jamais c'est bien, je trouve ça joli. Non, on est scientifique, ça c'est épouvantable, c'est comme ça. Et puis, dans ce qu'a dit M. Campo Benedetto, j'ai beaucoup apprécié l'allusion aux moyens financiers. Ça aussi, on n'en parle jamais. Quand on restaure, on fait tout comme la chapelle Sixtine, c'est formidable, mais c'est totalement absurde. Il est évident que la restauration, et en particulier des ruines, qu'elles soient modernes ou anciennes, c'est aussi un facteur financier évident. Et que si on n'a pas une réflexion là-dessus, et on ne l'a pas pour l'instant, on ne les sauvera pas. Par exemple, tout l'est de la France, sur toute la longueur, depuis l'Allemagne jusqu'à l'Italie, est pleine de fortifications modernes. Toute l'Atlantique est pleine de fortifications modernes. Et si on ne trouve pas un moyen relativement simple, je ne dis pas de les restaurer, mais de les conserver, au moins de découvrir peut-être des tôles, je ne sais pas, mais elles disparaîtront fatalement parce qu'on ne va pas traiter chaque fort militaire moderne comme la chapelle Sixtine. C'est absolument aberrant. Donc, je pense qu'il faut absolument avoir cette réflexion. Et ce que vous avez montré, c'est très intéressant, c'est la halle qui est ouverte, qui n'est pas chauffée. Oui. Et je pense que si on se résout à comprendre qu'il y a beaucoup de bâtiments qui peuvent être restaurés simplement en étant couverts, ouverts et non chauffés, et où il n'y a pas toutes les commodités qu'on pourrait souhaiter, on pourrait très bien faire beaucoup de restauration à un moindre coût, qui serviront l'été quand il fait beau, et c'est très bien, et ça sauve les bâtiments. Et je suis vraiment surpris que ce type de réflexion n'arrive pas à émerger dans notre service des monuments historiques. C'est vraiment catastrophique. C'est vrai, très juste, très juste. Je vois une intervention, une demande de parole, une prise de parole. Voilà, monsieur. Et puis ensuite, Alain. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, j'ai envie de demander aux experts que nous avons la chance d'avoir devant nous, finalement, est-ce que toutes les ruines se valent? Est-ce qu'elles ont toutes la même valeur? Est-ce que tous les vestiges ont tous la même valeur? Et c'est votre histoire de l'argent qui me fait penser à cette question-là et à votre rapport entre la Sixtine et les ruines du mur de l'Atlantique, par exemple. Vaste programme, vaste question, oui. Je ne sais pas très bien si on peut... C'est bien de l'avoir posé. Alors de là, il répond. Ah, Nicolas se lance. Je ne sais pas, c'est une question très difficile et je n'ai aucune légitimité à répondre à cette question, mais
l'impression que, comme ça, spontanément, et c'est peut-être une mauvaise réponse, mais il me semble que toutes les ruines se vaudraient ou se valent, c'est votre question, hein, à partir du moment où la société civile se les sont appropriées, enfin, se les appropriées, et aussi à partir du moment où, moi c'est l'impression que j'ai, mais il y a eu un projet, on a projeté ces ruines, en fait, les ruines, elles sont le résultat d'un projet. Donc si on les a pensées, on les a projetées, ensuite on en a pris soin, on a fait un projet. Et moi je trouve que qu'on ait vu, par exemple, tout à l'heure, des grosses fondations en béton dans le parc d'Ora, avec de l'eau, et puis des nénuphars, et puis un petit peu de végétation qui pousse, ça m'a fait penser à la chapelle du cimetière de Carlos Carpa, du cimetière Brion de Carlos Carpa. Ces éléments en béton, quand vous entrez dans la merveilleuse chapelle du cimetière Brion de Carlos Carpa, que tout le monde connaît, et puis vous voyez cette image que Daniel nous a montrée, et finalement, ça donne peut-être autant d'émotions que j'ai pu en avoir en allant à Saint-Siméon-le-Stylite, dans le nord de la Syrie, à voir un des plus beaux sites archéologiques que j'ai jamais vu dans ma vie, parce que c'est pensé, genre, 4e siècle après Jésus-Christ, ou 1900 ou 1890, si c'est bien pensé, je pense que les ruines auront toutes la même qualité. Apparemment, elles sont pensées, on en a pris soin, on les a relevées, on les a soignées avec amour. Et à ce moment-là, elles auront peut-être toutes la même valeur. C'est un élément de réponse. C'est un élément de réponse. On va peut-être donner la parole à Alain qui l'a demandé depuis tout à l'heure. Alain, c'est à toi. On t'écoute. Merci. Non, j'ai beaucoup apprécié les échanges de cette journée. Et je voudrais, donc en fin de discussion, reposer un peu la question de la culture architecturale et de la culture archéologique. Hein, on a bien senti que ici ou là, le rapport entre la vision du sol et des œuvres par les archéologues n'est pas exactement la même que celle des architectes. Je trouve qu'en France, pour des raisons peut-être de cursus académique, le débat est beaucoup moins avancé entre les deux professions que ce que je vois en Angleterre, en Allemagne, où j'ai exercé, ou même en Italie. Et il y a une notion qui, pour moi, est fondamentale, c'est que dans la tradition allemande, on parle de Denkmalpflege. Et quand on veut y ajouter l'archéologie, avec les mots valises à l'allemande, on rajoute Boden, et ça fait Boden Denkmalpflege. C'est-à-dire le service, en français, nous traduisons archéologie. Mais dans les faits, c'est le service de protection de ce qui est dans le sol. Et dans des exemples magnifiques qu'on a eus sur les mises en valeur d'un certain nombre de sites, on voit que les résultats de l'analyse archéologique sont intégrés dans le programme. Alors que mon expérience professionnelle, maintenant un peu ancienne, puisque j'ai commencé à travailler à la fin des années 60 et que je suis parti à la retraite il y a une dizaine d'années, c'est que j'ai l'impression que les archéologues, je ne sais pas ce qu'il en est exactement des études d'architectes, mais aucun de nos enseignants ne nous a jamais posé la question « Attention, quand vous dégagez, il faudra peut-être un jour protéger ou remblayer. » Ces questions de la protection in situ et du remblayage, elle a commencé à devenir émergente il y a une dizaine d'années à peu près, et jusque-là, elle a toujours été tue. Donc l'archéologue venait, il faisait ce qui lui semblait adapté à l'état de l'art, et puis ensuite on demandait à un conservateur des sites ou à un architecte de venir contribuer à sauver ce qui pouvait l'être, en quelque sorte a posteriori. Vous avez peut-être vu, par exemple dans la présentation du dossier marseillais, ces énormes carrés à la Wheeler qui étaient le next plus ultra de l'archéologie dans les années 60. Aujourd'hui, on considère que cette approche est complètement dépassée. Mais en même temps, quelles sont les conséquences d'un certain type de fouille? J'ai moi-même le remords d'avoir dégagé une forteresse du IVe siècle dans les montagnes au sud de Naples, enfin, tout près de Velia, et d'avoir laissé encore, je revenais il y a quelques années sur cette fouille sur laquelle j'ai erré pendant pas mal de temps, et je retrouvais que n'y avait aucune mise en valeur du terrain, sauf comme à faire tomber les gens dans les trous. Et donc,
voilà, j'ouvre la question et le débat. Est-ce que nous ne gagnerions pas à une meilleure intégration de nos formations et à suivre des projets pilotes qui, d'une certaine façon, posent la question de la conservation en même temps que la fouille débute. Alors que moi, j'ai toujours vu la question de la conservation se poser à la fin. Voilà. Une sorte de constat d'échec, on espère momentané, bien sûr. Je vois que Jean-Michel a envie de dire quelque chose. Oui, pardon. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Alors, vas-y. Et puis ensuite, Nicolas. On a parlé tout à l'heure de la question des moyens et on a en même temps parlé de l'absence, de la trace, de l'indisponibilité. Et je relis tout ça. Il me semble qu'à Paris, il existe un exemple qui est le plus asymptotique qui soit de l'absence des moyens avec le maximum d'efficacité, c'est la Bastille. La Bastille ne subsiste que par un tracé, une vague composition de céramique dans le métro. Le monument ne concerne pas la prise de la Bastille. Personne ne cherche à reconstituer la place de la Bastille. Et pourtant, Milin avait dit le premier développement historique français, c'est la Bastille détruite. Et là, on est en présence d'un cas absolument extraordinaire, puisque l'efficacité émotionnelle de ce vide est tout de même incontestable au niveau national, au moins et peut-être international, on est en présence d'un cas de figure qui n'est pas seulement une exception, je pense. La puissance du vide et par voie de conséquence la nécessité de n'y mettre aucun moyen, la puissance du vide y est exceptionnelle. Et c'est vrai que ce qu'on a dit pour Bamiyan ne vaut pas pour la Bassif. Ça fait quand même 200 ans que ça s'est produit et que l'imaginaire fonctionne toujours aussi bien. Hein. C'est le souvenir. Par exemple, le palais des Ducs de Vilnius a été reconstruit à l'identique alors qu'il n'y avait rien depuis 200 ans à Vilnius. Ça, c'est quand même extraordinaire. Là, le vide n'a pas été accepté. C'est vrai. Nicolas voulait dire quelque chose. Pardon, Corrado. Mais je voulais rebondir sur ce que disait M. Zelensky dans sa première intervention qui me semble vraiment au centre de la question d'aujourd'hui, qui est celle du narratif. Du narratif autour du site archéologique d'abord, parce qu'un archéologue, comme vous disiez, monsieur, a avant tout un objectif de connaissance, de compréhension, un objectif culturel. Donc, il y a un narratif très clair, très moral, si j'ose dire, et qui est forcément souvent difficile, par exemple, de la communication politique. On l'évoquait ce matin. La communication politique a des temps différents, a des objectifs différents. Et finalement, ce qui est intéressant dans les projets suisses que monsieur nous a présentés, c'est la possibilité de laisser ouvert par les paysages à une multitude de narratifs différents sans en effacer ou en faire vraiment dominer un sur l'autre. Ce n'est pas évident, hein, parce que la commande n'est une, la puissance d'un site peut emporter un autre, mais c'est cette cohabitation de ces narratifs différents qui est finalement ce que la délicatesse de l'aménagement paysager peut apporter à l'acte culturel qui est l'acte de l'archéologue et à mes yeux, c'est ça notre approche, de l'architecte. Merci Corrado. Malheureusement, nous sommes dans une situation où nous devons mettre un terme à ces très beaux échanges. Je propose parce que voilà, nous devons libérer cette salle. Merci à toutes et à tous. Nous pouvons évidemment prolonger un tout petit peu dehors. Je voulais indiquer à celles et ceux qui sont en carafe, peut-être à Paris, ou qui ne savent pas très bien que faire de leur soirée. Moi, je serai au Café Beaubourg à partir de 20h. Et donc, là-bas, je ne dis pas que je reçois, parce que l'université ne peut pas non plus élargir comme ça indéfiniment ses largesses, mais voilà, si certaines d'entre vous veulent me rejoindre, j'y serai. Merci infiniment. Merci Stéphanie, vraiment extraordinaire collègue pour faire marcher des choses auxquelles je ne comprends rien du tout.
En plus de tout le reste, bien sûr, naturellement. Merci aux intervenants qui ont fait des kilomètres pour venir jusqu'ici, qui ont subi les grèves. Merci, merci à tous. Voilà. Voilà. Ah oui, l'auditoire.